extraordinaire. L'opportunité de voir mes étudiants en action. L'occasion pour rencontrer tous les gens que j'aime en foresterie. Le CEF, c'était vraiment exceptionnel. Bonsoir! Content de vous voir à cette soirée magnifique. On va parler de la carbonidée avec un panel d'experts de différentes formations, de différentes provenances. Et je vais laisser le chef de l'orchestre, Nicolas Mainville, les présenter. Nicolas est le directeur de Conservation et changement climatique à la Société des natures pour les aires protégées au Québec. Et Nicolas, c'était un diplômé de l'UQAM dans le programme de sciences de l'environnement. Donc, c'est toujours fun de voir nos diplômés continuer d'ouvrir dans les domaines et faire des belles choses. Mais ce soir, avant de commencer, je tiens à souligner que nous travaillons, étudions et vivons sur le territoire traditionnel de la nation Algonquin Anishinaabe, Nitikanen, et nous exprimons notre sincère gratitude des membres de cette nation de pouvoir y tisser les liens et d'y apprendre des autres. Donc, Miigwech, Nicolas. Merci Dan. Daniel Nisha, c'est vraiment spécial en fait de me retrouver sur un panel avec Daniel parce qu'on s'est croisés il y a 20 ans sur les bancs des sciences de l'environnement à l'UQAM, puis c'est vraiment un plaisir d'être ici. Merci de l'introduction. Merci tout le monde d'être là. Merci à nos panélistes. Ce soir, on va parler de vieilles forêts. On va parler d'enjeux assez criants, assez d'actualité. On va parler de changement climatique, de carbone, de biodiversité, mais surtout de collaboration entre le milieu de la recherche et la réalité autochtone. Vous le savez, hein, on a des enjeux criants en forêt actuellement. On a une forêt qui a été essoufflée pendant plusieurs décennies. On se retrouve avec des contextes dans des territoires traditionnels autochtones où la rareté se fait de plus en plus grande. Ces forêts-là, les vieilles forêts, deviennent de plus en plus rares. Et on en remarque une préoccupation grandissante chez les communautés. On a aussi un milieu de la recherche foisonnant. On a beaucoup de chercheurs vraiment hyper qualifiés au Québec qui travaillent très fort pour comprendre la forêt, pour l'étudier, pour améliorer sa gestion et sa protection. Donc, on s'est dit que ce serait vraiment intéressant de relier dans un panel des gens qui ont une expérience terrain, une réalité terrain, qui peuvent nous parler de cette collaboration-là qui existe entre les communautés autochtones et le milieu de la recherche, avec un angle particulier qui est vraiment sur la question des vieilles forêts, la lutte au changement climatique, la protection de la biodiversité, deux grandes crises qui nous pendent au bout du nez et qui vraiment prennent de l'ampleur. Donc, sans plus tarder, moi, ça me fait un immense plaisir de vous introduire les panélistes. On a un bon 1h45 de discussion, mais c'est surtout un espace qu'on veut réserver pour nos panélistes et pour vous, pour poser des questions. On a quelques questions au début pour orienter, puis après ça, on va rentrer là, dans le vif du sujet. Fait que sans plus tarder, je veux vous présenter nos 4 panélistes ce soir. Je vais y aller en ordre géographique, du sud vers le nord, en allant jusqu'à la Côte-Nord. Donc, on a ici Marie-Ève Roy, une petite fille du quartier. Marie-Ève qui est stagiaire postdoctorale ici à l'UQO, qui se spécialise sur le carbone forestier, qui travaille d'ailleurs sur un projet actuellement de protection de carbone forestier avec la SNAP, qui est l'organisation justement pour laquelle je travaille. Quelle coïncidence! Un projet qui est en train de prendre justement ses racines dans le territoire ici en forêt tempérée, mais aussi en forêt boréale. Marie-Ève est chargée de cours pour le bac en écologie et en environnement de l'UQO.
Elle est cofondatrice d'un organisme à but non lucratif qui s'appelle Capital Nature. Elle a un doctorat terminé en 2022 en écologie forestière ici à l'UQO avec David Rivet comme directeur. Elle a travaillé en écologie forestière, professionnelle de recherche à l'ISFOR. Elle a une maîtrise en écotoxicologie à l'UQAM et un bac en gestion de la faune, biologie de la faune à McGill. Elle est aussi mère à temps complet, joueuse de hockey et originaire de la Beauce, comme vous allez reconnaître son accent exotique. Fait que Marie-Ève, merci d'être là. C'est vraiment un plaisir de t'avoir. À sa gauche, Benoît Croteau est membre de la Première Nation Abitibi-Winnie-Picogan. Il occupe le poste de directeur du département de territoire-environnement pour le Conseil de la Première Nation d'Abitibi-Winnie depuis 2002, donc plus de 20 ans. Dans le cadre de ses fonctions, il participe aux consultations sur les projets reliés aux ressources naturelles et à l'environnement sur Abitibi-Winnie-Acquis, ainsi qu'à plusieurs négociations. Titulaire d'un diplôme d'études collégiales en aménagement forestier, il s'implique dans de nombreux projets de développement économique au sein de sa communauté. Benoît est administrateur de la coopérative de solidarité de Picogan, vice-président du groupe forestier CFOR et administrateur pour Forage Picogan. Sa passion pour la descente de rivières et leur protection l'a amené à parcourir de nombreuses rivières, dont la Saint-Jean, la Magpie sur la Côte-Nord, la Harricana, la Pouchenois. En fait, on pourrait en mettre pendant des heures. C'est vraiment un passionné de rivières. Il est impliqué dans de nombreux projets de recherche avec les années. Il est partenaire de la chaire Biodiversité nordique en contexte minier de l'UQAT. Les diverses implications qu'il y a eu, on l'a amené à défendre les droits des Premières Nations Abitibi-Winnie et de ses membres à plusieurs occasions. Merci Benoît d'être là. C'est vraiment un plaisir. En fait, on peut-tu applaudir en chaque, comme ça briserait un peu. Merci. Okay. Pouvez-vous applaudir pour Marie-Ève parce que vous l'avez dit. Merci. C'est beaucoup mieux comme ça. Alors, Eliane Grant, à la gauche de Benoît. Eliane est biologiste de la faune, étudiante finissante à la maîtrise en écologie de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, chargée de cours à l'École d'études autochtones de l'UQAT. Son travail et ses recherches portent sur les perturbations du territoire affectant les pratiques culturelles et les espèces fauniques d'intérêt pour Iuchi, donc les cris, en mettant l'accent sur le lien entre les connaissances traditionnelles et la science. Elle réalise également divers projets sur la faune et l'environnement avec les communautés cris et assiste les utilisateurs du territoire lors des consultations gouvernementales. Eliane Grant est de Waswanipi. On l'applaudit. Merci. Et finalement, le dernier, non le moindre, Louis de Grandpré, actuellement en affectation professionnelle auprès du Conseil des Inuits de Pessamit sur la Côte-Nord. Il est chercheur en écologie forestière depuis novembre 2000 au Service canadien des forêts. Il étudie le rôle des perturbations naturelles sur la dynamique de la forêt boréale. Il a également contribué au développement de l'aménagement forestier écosystémique qui s'inspire des perturbations naturelles. Louis de Grandpré a un doctorat en sciences de l'environnement de l'UQAM. On l'applaudit. Merci, Louis. Donc, pour ce soir, on a une formule un peu mixte. On aimerait ça entendre de chacun de nos panélistes sur leur expérience professionnelle, personnelle, sur l'enjeu que je viens de vous présenter. On va leur donner 5 minutes au début, juste pour qu'ils nous expliquent c'est quoi leur réalité terrain, c'est quoi l'expérience qu'ils ont avec leurs années d'expérience. Puis après ça, on va leur poser des questions un peu plus précises. Puis on va y aller en ordre comme ça. Marie-Ève va commencer. Certains d'entre vous, vous avez des présentations aussi qui vont aider à visualiser un peu leurs travaux. Puis on va avancer comme ça, puis je vais commencer à vous challenger avec des questions par la suite. Donc, Marie-Ève, je vais te donner le clicker qui est ici présent. Puis tu vas pouvoir gérer ta présentation directement. C'est vraiment fabuleux. Oups. Et les gens, ils peuvent intervenir n'importe quand? Ou... En fait, non. Vous n'avez pas le droit du tout. Non, juste pour que ça roule bien, on va faire la période de questions ouverte entre nous. Puis vous allez avoir une bonne demi-heure après là, pour poser des questions, intervenir. Puis on va faire ça plus à la fin pour les questions. Ça vous va? Personne n'est fâché? OK. Excellent. Merci. Donc, moi, c'était juste un peu pour expliquer quel est mon lien avec les Premières Nations, puis pourquoi je suis un peu... quel travail que je fais avec eux. Fait que moi, dans le fond, je collabore depuis peut-être 5-6 ans avec l'équipe de foresterie de Kidiganzibi.
qui n'est pas très loin. Et puis, des fois, je travaille pour eux. Je suis une intervenante qui travaille avec eux. Fait que le premier projet qu'on a eu ensemble, c'était vraiment... ils s'intéressaient à savoir c'était quoi la connectivité écologique des espèces fauniques qui les intéressaient, dont l'orignal, la martre, la tortue des bois. Donc, en fait, appel à mes connaissances géomatiques pour leur aider à faire des cartes sur la localisation des espèces. Donc, ici, là, on voit comme les points en jaune, là, c'est comme des points vraiment importants pour la connectivité du territoire de ces 4 espèces-là qui, pour eux, culturellement, étaient importantes. Après ça, on a travaillé ensemble sur le projet de la Rivière-Noire-Coulonge, de faire des inventaires terrain. Fait que là, c'était simplement qu'on était en équipe ensemble, puis on prenait des données. Fait que pour ça, ben, on était en canot, même si mes talents de canot sont moyens. Et puis aussi, dans le fond, pour eux, c'était important de savoir le langage du ministère, puis le langage de la recherche, puis le langage, leur langage. Il faut que tout ça se comprenne. Fait qu'ils veulent prendre des données qui pourraient être validées, par exemple, par des protocoles du ministère. Fait que dans ce cas-là, ils nous ont engagés pour faire des formations sur les protocoles forestiers. Fait que vraiment avoir le même jargon, puis leur montrer comment on fait des parcelles permanentes, comment on fait, tu sais, pour que leurs données puis les recherches qu'ils fassent soient vraiment comme les recherches, par exemple, au ministère, qui puissent être validées, leurs protocoles, leurs mesures terrain, c'est quoi un semis, c'est quoi un goal, c'est quoi. Et puis aussi, ils voulaient avoir des formations pour des espèces à statut, la faune et la flore, parce que, tu sais, nous, on a des normes, on dit que telle espèce est à statut et tout, mais tu sais, quand tu vis sur le territoire, des fois, tu ne sais pas lesquels sont à statut, pourquoi, tu sais, ils ont toujours été là. Fait qu'on est allé sur le terrain ensemble à plusieurs reprises là, pour faire des inventaires, pour se promener puis faire des inventaires. Fait que c'est pour ça que je vous ai mis, on a aussi fait des chants d'oiseaux, des choses comme ça, là. Donc, ensemble. C'est donnant-donnant aussi. Donc, moi, j'ai amené les étudiants du bac en écologie et environnement à Kidigandibi parce que là-bas, ils sont vraiment très bons en tortue des bois. C'est vraiment des experts. Et puis, dans un cours qui est tourné écologique, on se promène avec les étudiants. Donc, on est allé là-bas pour aller voir comment ils font leur télémétrie, comment ils trouvent les tortues. Et en l'espace de à peu près 5 minutes, ils nous ont trouvé une tortue des bois en plein milieu de la rivière. Alors, c'était extrêmement impressionnant de les voir courir, sauter à l'eau et tout pour aller trouver leur tortue. Fait que ça montre quand même... les étudiants étaient très impressionnés de ça. Et puis après, on a jasé, puis on a collaboré. Puis je vous dirais que du cours, il y en a beaucoup qui ont dit que c'était vraiment un highlight de notre sortie, là. C'était, tu sais, des voir, mais tu sais, sur le terrain, puis de pouvoir leur parler, puis de pouvoir toucher une tortue. Donc, puis ben c'est ça, fait que c'est des collaborations comme ça, un peu. Là, cet été, on va aller prendre des données pour... il y a un grand projet là, pour des aires protégées qu'Éric Higgins va présenter demain. Fait que ne manquez pas sa présentation. Et puis, dans le cadre de ce projet-là, ben, on va aller collecter des données qui sont manquantes dans des secteurs plus au sud, là, des secteurs que nous, on connaît parce qu'on habite à côté puis qui sont vraiment proches. Puis, dans le fond, des membres de la foresterie de Kidigandibi vont venir avec nous pour faire de l'inventaire quand ils vont être disponibles, mais ils pensent pouvoir venir quand ils vont pouvoir se libérer. Fait que c'est ça, c'est vraiment de la collaboration. Et puis, ben là, pour plus tard, le projet avec la SNAP, donc on compte bien aussi là, collaborer avec eux pour les données sur le carbone. Donc, ils nous ont manifesté récemment leur intérêt à voir comment on mesure le carbone dans une forêt, qui est quand même un peu compliqué, mais c'est ça qu'on va faire. Fait que c'est ça pour moi. Merci, Marie-Ève.
On va juste switcher de présentation pour que... Ah, c'est vrai, Benoît, en fait, tu n'as pas de PowerPoint. Fait que tu peux tout de suite prendre la parole. Je te la laisse. Tu es libre. C'est ça qui arrive. C'est ça qui arrive quand on ne lit pas ses courriels. Mais c'est pas grave. En fait, c'est ça, territoire et environnement pour la Première Nation Abitibi-Winnie. C'est 24 000 km² de consultation. Puis quand on présente la carte d'Abitibi-Winnie que je n'ai pas, Abitibi-Winnie acquis, on nous dit souvent que votre territoire est petit par rapport à d'autres Premières Nations. C'est plus un territoire de consultation. Le vrai territoire d'Abitibi-Winnie, au moins 3 fois la superficie de ça, puis on peut inclure aussi avec le passé qui rapetissait, qui grandissait, qui avait des échanges avec les CRI plus dans les 10 000 dernières années. Au niveau des consultations, comme Nicolas l'a dit dans ma bio tantôt, mais c'est surtout au niveau là, de la foresterie, des mines, de l'environnement, consultation phonique, puis des fois c'est le ministère du Transport. Ça reste, la portion Abitibi, puis là, il y a 3 zones écologiques là-dedans, 2 régions administratives, puis une frontière Ontario-Québec pour aider les affaires un peu. La portion Abitibi, je pense, c'est 7 mines actives, 3 projets miniers ou 4 projets miniers en phase d'études sur les impacts environnementaux, plusieurs projets de prospection avancée, puis en fait, l'Abitibi est claimé d'un bout à l'autre. Pour la partie nord, qu'on appelle la réserve à Castor chez nous, où sont les territoires familiaux, c'est tout claimé aussi. Il y a quelques aires protégées. Il y a beaucoup de foresterie. On va parler des vieilles forêts tantôt, mais c'est 1 million de mètres cubes de foresterie. C'est vraiment... j'ai jamais compté la quantité de kilomètres de chemin qu'on peut avoir, mais j'ai déjà compté que pour un aire familial, un aire de trappe familiale de 200 km², je pense qu'il y avait... non, je dirais pas de chiffre parce que je suis en train de me mêler, mais notre territoire est vraiment, vraiment, vraiment impacté au niveau. Puis, au niveau de l'industrie minière l'année passée, ou juste au niveau des permis autrefois pour le déboisement des sites de forage, ça a été 250 consultations, pas 250 sites de forage, 250 consultations qu'il y avait pour plusieurs sites de forage. On a 3 unités d'aménagement forestier, 2 régions, je pense que c'est 10 ententes de délégation aussi avec le gouvernement du Québec pour les MRC au niveau de la foresterie. Bref, ça finit plus. Les courriels, ça rentre, ça sort, puis une chance que j'ai une équipe au bureau qui m'aide à tout trier ça. Donc, des fois, je lis pas mes courriels. Mais ça, c'est pas grave. Je maintiens cette réputation-là, fait qu'on ne s'attend pas nécessairement à ce que je lis mes courriels tout le temps. J'ai une belle équipe, on a une belle collaboration aussi avec la communauté. On a plusieurs projets de recherche en cours au niveau postdoctoral, au niveau maîtrise, avec différentes universités ou groupes. Puis, c'est ça. Je pense qu'on fait le tour de nos activités. Puis on a beaucoup de collaboration aussi avec la STAP, les universités, même l'industrie minière et l'industrie forestière aussi. Bien, puis peut-être dans les questions, tantôt, on pourra rentrer en détail sur justement cette collaboration-là que vous avez, parce qu'il y a beaucoup de projets de recherche qui risquent vraiment d'être intéressants pour le public, puis aussi de comprendre c'est quoi la dynamique entre la communauté puis ces équipes de recherche-là. Je pense que ça va être vraiment super intéressant. Oui. Fait que, Eliane, je te laisse la parole. Merci, merci Benoît. Je vais juste faire un petit switch de slide pour le...
peut-être juste mettre la présentation à Eliane, s'il vous plaît. Je me prends un verre d'eau pendant ce temps-là. C'est un internet. Ah non. Est-ce que la lumière est verte? Oui. Est-ce qu'on peut monter son micro? Ou tiens, je te passe le mien. Pourtant, il était à... Non, je vais prendre ça. Excusez. Wachia, Eliane Grand Insinkasun, Waswanipi Chnuchin. Donc, je suis membre de la communauté de Waswanipi. Vous pouvez voir sur la photo en haut, c'est moi sur mon lac. On voit notre camp en arrière. Donc, si vous ne saviez pas, le territoire des Wischi est divisé en trapline. Donc, chaque famille a un trapline attitré. Il peut y avoir plusieurs familles sur un même trapline. Donc, nous, on en a un sur le territoire de Waswanipi. À ce moment-là, j'ai été étudiante au bac en biologie. Je m'en allais en biologie médicale, je m'allais en recherche pharmaceutique. Et puis, finalement, à un moment où je suis à la pêche avec mon père sur notre lac, puis je remarque, là, il y a eu des coupes récentes là, autour du lac, puis je lui demande comment ça se fait qu'il y en a encore, parce que c'est plus que la moitié du tour du lac qui est coupé. Puis je lui demande comment ça se fait, comment ils ont-tu demandé la permission, puis il me dit on a des consultations, mais ils font ce qu'ils veulent. On n'a pas vraiment un droit de refus. Donc, c'est à partir de ce moment-là que j'ai dit OK, il y a un problème, je vais rediriger mes études. Donc, maintenant, je finis ma maîtrise en écologie pour justement essayer de comprendre en fait qu'est-ce qui se passe puis qu'est-ce qu'on peut faire. À partir de ce moment-là, j'ai travaillé comme biologiste pour ma communauté. Donc, on voit les photos en bas à gauche avec mon équipe pour le projet Wapistan, où on installait des caméras trappes avec des appâts pour suivre la population de la martre sur le territoire de Waswanipi. On a fait des études aussi sur le poisson. On a participé aussi à des inventaires fauniques orignales. Donc, on a pu faire un peu d'hélico. Mais c'est ça. Fait que vraiment, un peu comme Marie-Ève, je me considère comme une traductrice, en fait, entre les connaissances traditionnelles puis la science, la politique aussi. Donc, quand je participe à des consultations, je peux être en soutien aussi avec les chasseurs, les talibans qui sont consultés. Donc, en fait, je me rends compte, là, par mon expérience, que c'est beaucoup un problème de communication. On pourra en parler tantôt, mais c'est surtout qu'on ne se comprend pas. Donc, c'est de trouver le moyen de comment on peut traduire, en fait, des connaissances traditionnelles dans la science, puis comment aussi se faire comprendre aussi dans un contexte plus terrain. Donc, merci. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut juste venir s'assurer que le micro d'Eliane soit fonctionnel, ça serait bien. Merci. Je te laisse la parole, Louis. Peux-tu avoir le petit... Ah, tu veux le clicker, hein? Oui. S'il te plaît. Hey, je suis occupé, moi. Là, j'ai 60 diapos. Merci. Moi, je travaille avec la communauté Innu de Pessamit. Ça fait 20 ans, non, ça fait 25 ans maintenant que je travaille sur la Côte-Nord. Mais ça fait peut-être depuis 2019 qu'on a commencé à travailler avec les Inuits de Pessamit. Puis au début, j'étais au Service canadien des forêts, puis avec des collègues, on avait un projet sur le caribou, c'est-à-dire de caractériser l'habitat alimentaire du caribou. Puis aussi, avec Yann Boulanger, de travailler sur comment les changements climatiques et les coupes forestières affectent et affecteraient dans le futur, tout dépendant des stratégies d'aménagement qu'on pourrait faire, comment le territoire était pour être transformé, puis quel était pour être l'effet sur le caribou. À partir de 2021, j'ai continué les interactions avec eux. Ça cliquait super bien avec eux. On avait des bonnes relations, puis, tu sais, bon, je suis relativement jeune encore, mais malgré tout, j'étais en fin de carrière.
Puis, j'ai dit, j'aurais le goût de faire quelque chose de plus concret pour le reste des années qui me restent en recherche. Puis, je leur ai offert, est-ce que vous seriez intéressé à m'accueillir comme chercheur avec vous pour quelques années? Puis, tu sais, au début, j'étais un peu naïf. J'ai dit, il y a un programme qui s'appelle Échange Canada, puis ça peut envoyer un chercheur ou quelqu'un aller travailler pour une communauté autochtone. Bien, en fait, généralement, c'est un programme qui est fait pour des fonctionnaires qui vont d'un ministère à un autre, mais c'était aussi possible de le faire à l'extérieur de notre organisation. Puis, ils ont accepté, mais moi, à l'origine, je pensais que mon salaire était pour continuer d'être payé par le Service canadien des forêts, mais finalement, j'ai appris que c'était pas ça. C'était comme la communauté qui payait mon salaire. Mais ils ont accepté quand même. Fait que je leur suis très reconnaissant de ça. Puis, les premières choses que j'ai commencé à faire avec eux, moi, j'aime bien un peu connaître le territoire dans lequel je travaille. Fait que ce qu'on a commencé à regarder avec... Puis d'ailleurs, j'ai un collègue, David Gervais, qui est aussi avec moi dans cet échange-là avec la communauté. On est là jusqu'en juillet 2022, mais on va être prolongé une autre année encore pour continuer à travailler sur le territoire. Ce qu'on a commencé à faire, c'est de regarder un peu comment le paysage forestier avait été transformé par les coupes forestières, mais aussi par les perturbations naturelles. Le Nitassinan, on voit ici les limites un peu de ce territoire-là. C'est un territoire qui est vraiment immense, c'est 130 000 km², dont à peu près la moitié est dans ce qu'on considère la zone de forêt commerciale où il y a de l'exploitation forestière. Donc, je vais me concentrer sur cette zone-là. Ici, ce qu'on a reconstruit, c'est l'historique des perturbations depuis 1900. Les coupes ont commencé en 1925 sur le territoire. Ce qu'on voit en orange, c'est l'avancement des coupes forestières, puis en rose, ce sont les feux de forêt. Fait que ce qu'on voit, là, rendu en 2010, on voit que beaucoup du territoire a été affecté. C'est sûr que si on regarde plus finement, il y a, dans les zones qu'on voit qui sont coupées, il y a des zones qui ne le sont pas, là, parce qu'on ne coupe pas tout du fait qu'il y a des zones qui sont accessibles, mais malgré tout, ça donne une image de comment le territoire a été affecté par les perturbations. Puis, si on considère la Côte-Nord, on avait déjà, il y a plusieurs personnes qui ont caractérisé le régime des feux. Puis, c'est une région qui est maritime, ce qui fait qu'il y a beaucoup de précipitations. Donc, les feux, bien qu'il y en a, ne sont pas très fréquents. Fait on peut imaginer un cycle de feu là, que ça prendrait à peu près 300 ans ou 350 ans pour brûler l'équivalent de ce territoire-là. Puis, ce qu'on voit, les coupes forestières, ce qu'ils ont fait, c'est en l'espace de 75-100 ans, on a vraiment affecté de façon très intense ce territoire-là. Puis, ce qu'on peut voir ici, c'est comment la progression des coupes, donc du sud vers le nord, a rajeuni les forêts et transformé l'habitat de plusieurs espèces, dont Tic, qui est le caribou forestier. On a reconstruit un peu le territoire de ce qui pouvait avoir l'air dans les années 30. Donc, ce qu'on voit essentiellement, c'est dominé par des forêts anciennes. Puis, on a fait ça avec les inventaires forestiers du ministère des Ressources naturelles qui change de nom tout le temps. Puis, on voit, même en 1988, ce qu'on voit en bleu, là, c'est des peuplements jeunes. Il y en a, mais c'est beaucoup moins anthropisé que ça l'est maintenant. Donc, en l'espace de même pas 40 ans, on a vraiment atteint pratiquement la limite d'exploitation commerciale de ces territoires-là. Donc, il y a un effet qui est quand même assez important sur les habitats fauniques et même floristiques. Oups. Oh, ils m'ont coupé. Ah, OK. Ah. OK. Juste peut-être un dernier point qu'on a regardé, c'est non seulement, bon, c'est sûr, on rajeunit le territoire, mais on fragmente aussi les massifs de vieilles forêts qu'il pouvait avoir. Quand on regarde en 1930, là, ce qu'on voit en noir, c'est un massif de vieilles forêts de plus de 10 000 km². Donc, c'est un massif continu de vieilles forêts. Puis en gris pâle, c'est un massif entre 5 et 10 000 km². Donc, on voit que dans les années 30, avant que l'anthropisation commence, le Nitassinan était complètement différent. C'était non seulement dominé par les vieilles forêts, mais c'était des habitats relativement continus de vieilles forêts. Dans les années 80, on voit qu'il commence à y avoir de l'anthropisation, mais il y a encore des très, très grands massifs de vieilles forêts. Puis ça, c'est la résultante qu'on a aujourd'hui. Donc, ce qu'on voit en vert, c'est un des grands massifs qui reste, puis on a encore un massif en gris. Mais tout le sud du territoire est complètement fragmenté. Donc, c'est pas surprenant que ça a des impacts sur le caribou forestier, là.
Donc, ce qu'on note, c'est que de 88 à 2020, la coupe a prélevé près de 25 des forêts de 120 ans et plus, parce que c'est sûr que la coupe, comparativement au feu, elle vise les forêts matures, tandis que le feu peut brûler de façon aléatoire n'importe quel territoire. Mais on a donc affecté plus de 600 000 hectares de forêt. Donc, les coupes ont rajeuni le territoire, surtout vers le sud. Donc, dans le sud, maintenant, on est à près de 60 de forêts qui sont de 50 ans et moins. Puis, le nord est encore un peu épargné. Puis, si je fais lien avec le projet carbone sur lequel moi aussi je travaille, c'est ces massifs-là qui restent au nord qu'on vise à protéger. Mais après ce qu'on a vu hier avec l'annonce sur la protection de l'habitat du caribou, j'ai comme un peu mes doutes que ça va être facile de protéger ce qui reste. Fait que j'arrête ici pour là. Un gros merci à vous quatre. Vous avez vraiment des backgrounds différents, des réalités différentes aussi, des territoires différents, mais il y a quand même une connexion assez forte entre ces différentes réalités-là. Puis là, on le voit de façon assez éloquente avec les cartes que Louis vient de présenter, mais la rareté des vieilles forêts, la rareté des écosystèmes qui n'ont pas été encore impactés par l'activité industrielle est vraiment grandissante. Puis j'aimerais ça vous poser une première question, justement sur le lien collaboration entre recherche et communauté autochtone. Là, on a des cas vraiment intéressants, très précis de collaboration des chercheurs et des communautés autochtones. Est-ce que, pensez-vous que la recherche, que ce soit directement sur le terrain ou la recherche fondamentale ou la recherche en général, peut aider les communautés autochtones à répondre un peu à leurs préoccupations de perte de ces vieilles forêts-là? Est-ce que vous pensez que la recherche peut aider à la protection des forêts qui sont encore anciennes sur leur territoire? C'est peut-être une première question. Avez-vous des exemples concrets, des exemples où est-ce qu'il y a vraiment eu un bénéfice à avancer avec des projets de recherche où ça a aidé des communautés? Peut-être expliquer ça. Puis là, on a un bel exemple de Louis, mais ça serait vraiment intéressant de vous entendre là-dessus, si vous avez des cas précis. Ou est-ce que la recherche a aidé à la protection des vieilles forêts sur votre territoire ou sur les territoires ancestraux? Fait que j'ouvre et le premier qui lève la main pour recommencer. Je peux, si mon micro fonctionne. Excellent. Voyons voir si le micro fonctionne. Allô? Non, ça marche pas. Je parlerai pas. C'est de la censure ici, là. Ouais. Vas-y donc. Personne. Non? OK, merci, maintenant, oui, parfait. C'était comme plusieurs questions, mais si je commence avec la première, est-ce que la recherche est importante ou utile? J'ai presque envie de dire non, parce que, je m'explique, parce que les trappeurs, chasseurs, tallyman, c'est des chercheurs. Ça fait des années, ça fait des générations qui recueillent l'information, qui les possèdent et qui le transmettent. Le problème, c'est qu'il n'est pas reconnu. Donc, où la science va intervenir puis va aider à faire passer le message, c'est de traduire en format papier, écrit, les connaissances qui sont acquises depuis longtemps. Le problème avec ça, c'est que la science va se pencher sur un seul aspect, que ce soit temporel ou on parle des forêts, des vieilles forêts, on parle des milieux humides, on parle d'une espèce faunique, mais ça englobe pas en fait l'entièreté là, qui est important, puis l'équilibre qu'on essaie de maintenir. Donc, on est des alliés, oui. Je pense les communautés, les membres des communautés, puis les universités sont tous des chercheurs. Donc, je dirais qu'on peut être alliés, mais ce n'est pas une nécessité, en fait. L'idée, en fait, le problème, ça serait de nous faire entendre. Mais quand je travaille avec les représentants du ministère, c'est souvent « OK, on comprend ce que vous dites, avez-vous des preuves? » Donc là, d'où la science vient intervenir avec les papiers qui viennent prouver, en fait, qu'est-ce qu'on dit puis qu'est-ce que les membres, en fait, des communautés observent sur le territoire. Vraiment intéressant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rebondir là-dessus? Benoît, oui?
Je vais sûrement dire des trucs qu'Eliane a dit, mais tu sais, d'abord, le concept de vieille forêt en tant que tel va varier parce que, tu sais, le territoire Abitibi-Winniaki, tu sais, sur nos traplines, les territoires varient de 175 km² à environ 400-420 km². Pourquoi 420 km²? Ben, c'est parce que les forêts, on est dans la paissière sur mousse, super palidifiée. Fait que, tu sais, pour couvrir les besoins d'une famille, la superficie doit être plus grande. Fait qu'évidemment, ceux qui sont sur ces territoires-là n'ont pas la même conception de la vieille forêt que ceux qui sont dans des territoires plus petits, plus au sud, plus productifs. Des vieilles forêts, chez nous, il n'y en a plus. Le concept, puis les vieilles forêts qui restent, c'est de la forêt aménagée. Et c'est pas la forêt aménagée quand on demande aux aînés de nous percevoir c'est quoi les forêts. Puis, tu sais, Eliane, elle l'a déjà dit, là, c'est un tout. Tu sais, c'est pas une forêt qui a 120 ans. C'est un tout. Il y a des animaux qui vivent dedans, mais tu sais, à proximité aussi, il va y avoir des forêts en transition. L'eau est important aussi. Tu sais, comment le monde de la recherche peut nous aider? Bien, elle l'a déjà fait, la recherche, nous aider à comprendre la dynamique un peu plus territoire, justement, au niveau de la science, d'interpréter le savoir, puis de valoriser le savoir des gens de la communauté chez nous à travers les projets de recherche. Mais à la fin, c'est là où c'est un peu plate. C'est que nous, à date, ça n'a mené à aucune protection. On a intervenu pour des aires protégées, mais qui n'étaient pas liées à des projets de recherche en tant que tels, mais ça n'est pas venu là. Comment un chercheur pourrait, puis là, en tout cas, tu sais, je pense que c'est dans l'engagement de la recherche, parce qu'au bout de la ligne, j'ai beau reconnaître puis participer à une recherche, que le chercheur reconnaisse et mette en valeur le savoir de la communauté, mais si au bout de la ligne, quand on arrive pour protéger des territoires, le gouvernement ne reconnaît en rien, ou en fait, je pense qu'il c'est même pas qu'il le reconnaît, il s'en fout. Fait que c'est là où c'est un peu plate, puis je ne sais pas si l'engagement du chercheur à ce moment-là d'amener, ou la chaire de recherche, peu importe, d'amener cette recherche-là un peu plus loin pour qu'elle se fasse entendre. Tu sais, dans le domaine de la santé, s'ils trouvaient demain matin le remède pour le Parkinson, il y aurait des sites où il y aurait des cobayes, il y aurait des essais cliniques, jusqu'à temps qu'il y ait une approbation, tu sais, puis là, ça serait ce médicament-là qui fonctionnerait. Mais il n'y a pas ça en environnement. C'est ça, c'est plate. Est-ce que je vais juste rebondir là-dessus, puis Louis, je te donne la parole, parce qu'il y a plusieurs projets de recherche dans votre communauté. Oui. Puis de ce que moi je comprends, il y a beaucoup de données qui ont été accumulées au fil des temps, même qu'il y a un nouveau projet qui s'en vient là, pour essayer de colliger toutes ces données-là. Oui. Mais là, Benoît, tu nous dis qu'il n'y a pas de protection encore. Est-ce que tu sens que l'acquisition de données permet du moins au gouvernement de prendre des décisions plus éclairées sur la protection, ou il y a juste aucune écoute du côté gouvernemental? Parce que c'est vraiment deux choses différentes. Disons que les recherches qu'on a présentement, c'est les résultats qu'on espère. Là, le gouvernement du Québec a 30% en 2030.
Fait que forcément, il y a des projets de recherche qui vont amener à de la protection. Puis ça c'est le côté un peu plate parce que en ce moment, toutes les communautés ont besoin de protection sur leur territoire. Fait que tout le monde va travailler sur des projets de recherche. Fait que toutes les communautés vont se retrouver en compétition sur la protection du territoire. Puis c'est les mieux outillés dans les communautés qui vont réussir à protéger un petit bout de leur territoire. Puis probablement ceux qui vont être le plus appuyés par des projets de recherche. Ceux qui sont des communautés moins accessibles ou qui ont du roulement de personnel ou qui sont moins bien organisés, ben ils n'ont pas de chance. Il y a Louis qui voulait réagir là-dessus. Bien, je suis assez d'accord. C'est comme il y a, d'une part, je pense que la recherche a démontré l'importance de la protection. Ça, c'est sûr et certain. Il y a plein de choses qui ont été faites, que l'importance de protéger des forêts pour avoir des représentants, pour savoir un peu qu'est-ce qui se passe avec les changements climatiques, comment les changements climatiques vont affecter les forêts. On voit avec les feux qu'il y a eu cet été qui ont brûlé beaucoup de forêts qui avaient été coupées il y a 30 ans ou il y a 10 ans. On voit qu'il y a des échecs de régénération. Fait que, je veux dire, clairement, la recherche a démontré l'importance de protéger des forêts, sauf que c'est la volonté politique qui n'est pas là. Puis tant que cette volonté politique ne sera pas là, il ne va pas rien se passer. Je veux dire, on a une attitude, les Occidentaux, à voir l'environnement comme quelque chose uniquement pour l'exploitation. On domine l'environnement, on exploite les ressources naturelles à notre propre fin. Puis ce que je remarque avec les communautés autochtones, c'est qu'eux, ils font partie de l'écosystème. Fait que la vision est complètement différente. Puis, tant qu'on n'aura pas réussi à allier ces deux visions-là, ça va être difficile. Mais j'ai l'impression, moi, que le salut est vraiment dans les mains des communautés parce que c'est eux qui ont la solution, je trouve, pour l'avenir de notre environnement. Je ne sais pas si tu veux-tu rajouter quelque chose, Maria? Ben, oui, j'ai peut-être un peu trop positive, mais j'ai comme une autre réponse, mais j'ai des diapos pour ça. Je ne sais pas si c'est possible de... On va juste remettre ta présentation. Hein. OK. Je ne sais pas s'il y a encore le petit... on va faire le passage du petit truc à présentation. Donc, c'est sûr que la science, est-ce qu'elle peut aider? La science, c'est tout ou rien, c'est en évolution, et on va retrouver à l'intérieur de la science des discours complètement opposés. On peut trouver tout et son contraire. Quelqu'un peut étudier un site en particulier puis obtenir qu'il y a plus de carbone dans des forêts qui viennent d'être coupées que dans des vieilles forêts. Puis quelqu'un d'autre va étudier un autre site puis il va conclure sur autre chose et l'inverse. Et puis, tout ça va être publié avec un peu des restrictions, mais... Fait que c'est sûr que quand on voit la science comme ça, c'est un peu difficile de se dire, bien, comment que la science peut vraiment aider à, protéger mettons, des derniers massifs de forêts anciennes, par exemple, ou protéger des forêts qui sont importantes pour les communautés qui y vivent. Fait que... Fait que je vais essayer d'être positive par rapport à ça, parce qu'on fait de la recherche et tout, et il y a plein de gens qui sont passionnés là-dedans. Et ce que je peux dire, c'est un atout précieux. Par exemple, quand on peaufine les connaissances en ornithologie, savoir en herpétologie, en entomologie, botanique, étude des sols, pas juste reconnaître la faune et la flore à statut, mais aussi de leur fonctionnement. Fait que, tu sais, en science, on peut étudier ça comme les champignons, le lien carbone qui va là, puis tel insecte qui vit seulement sur telle plante. Tu sais, c'est compliqué. L'écologie, c'est l'interaction entre tout ça, puis c'est ça un peu qui manque parfois en recherche. C'est bizarre, mais souvent, on ne fait pas d'écologie. On étudie une affaire, mais on n'étudie pas assez les interactions autour. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on peut faire peut-être un peu mieux
c'est pas seulement voir notre projet dans son petit... mon projet de maîtrise, c'est sur telle affaire, puis je vais travailler sur combien de temps ça prend pour l'insecte avant de charger. Il faut essayer de voir ça un peu plus large. Vous savez qu'il y a des projets que c'est calculer la courbure de la feuille, de la cinquième feuille d'un plant de maïs, d'avoir comme une fonction pour savoir la courbure de la feuille, de la cinquième feuille d'un plant de maïs. Tu sais, c'est pas très écologie, là, c'est pas très ensemble et comprendre tout ça. Puis, ces connaissances-là, c'est pas à un ou à l'autre. Moi, je fais pas vraiment de distinction. Moi, souvent, je suis un employé de, si les gens des Premières Nations ils ont besoin ou si eux ils ont besoin. Tu sais, la science, c'est à tout le monde, là. Et il y a une citation de Platon qui est intéressante, qui dit que, dans le fond, la science, c'était très, très vieux, mais dans le temps, comment il définissait la science, c'est ce que l'âme va retenir, que le discours ne peut ébranler. Fait que quand il y a quelque chose, là, qui est comme tellement évident que, tu sais, le discours, peu importe le discours que le monde va dire, c'est ça qui est ça. Si tu as deux arbres dans la même place, puis la surface foliaire est plus élevée ici que là, bien, elle va faire plus de photosynthèse. Tu as beau m'ostiner puis me demander n'importe quoi, il y a des choses que le discours ne peut ébranler. Fait que, par rapport à ça, je reviens au sujet. Par exemple, nous, on était chanceux, on a eu notre aire protégée, Mashkiki, grâce à des connaissances botaniques. Fait que, tu sais, en trouvant beaucoup de plantes rares, puis d'oiseaux rares, puis des couleuvres rares. Oups, ils ont disparu. Comme ici, on a 4 espèces qui sont très intéressantes. Il y en a qui sont médicinales. Il y en a qui sont vraiment... Il y en a 30 couples nicheurs au Québec de la paruline azurée. Tu sais, fait que le fait d'avoir trouvé ces espèces-là en passant beaucoup de temps sur le terrain, puis là, c'est pas moi, c'est plein de monde là, qui sont allés sur le terrain, bien, ils ont réussi à faire protéger un territoire. Et ça, ne croyez pas que c'est sans volonté politique. Comme il disait, il faut qu'il y ait du monde puis de la volonté autour pour que les projets aboutissent. Puis, tu sais, pour réussir ça, là, ben, on est tous allés, il y avait un déjeuner causerie avec le ministre pour parler des garderies. Bien, on a tous bypassé les garderies, puis on s'est tous inscrits en même temps au déjeuner causerie pour parler de notre aire protégée qu'on voulait. C'est comme ça qu'on a eu notre porte d'entrée pour le projet. C'est pour vous dire que... Puis ça, c'était du monde de tout acabit. Hein? On avait du monde de partout, des enfants, tu sais, tout le monde. Beaucoup de pression pour ces petites aires protégées-là, mais je dirais que c'est positif dans le sens que maintenant... ces endroits-là ont une protection, c'est des espèces rares. Pour les Premières Nations, c'est peut-être un peu loin de leur territoire. C'est eux qui ont décidé du nom, ils ont été consultés et tout, mais c'est quand même un territoire qui n'est pas à côté de chez eux. Là. C'est pas comme... Alors, ce que je dirais, j'essaie d'être philosophique. Pour être positive, qu'est-ce que ça peut faire? Comment la recette pourrait s'améliorer? Moi, je dirais, premièrement, c'est se comprendre. Se comprendre, ça veut dire le langage, la réglementation, le langage technique forestier, toute cette complexité-là qui est créée en sciences, là, il faut le mettre de côté quand on veut rentrer en communication. CPRS, tu sais, c'est pas idéal, là. T'sais, quand quelqu'un a une vision plus holistique de la forêt, là, fait qu'il faut vraiment essayer de parler le même langage. Tu sais, ça, c'est primordial. Puis, tu sais, les éthiques, les valeurs, les modes de vie, moi, là, les éthiques, valeurs et modes de vie des Premières Nations, je les connais très peu. Et je pense qu'il faut absolument qu'on s'en imprègne dans la science si on veut se partager. Là. Fait que, tu sais, c'est quelque chose qui est important. Et l'humilité en recherche, c'est hyper important. C'est quelque chose que parfois, avec l'âge, les gens, on travaille sur un domaine, puis là, ça fait 20 ans qu'on est là-dedans, puis on oublie l'humilité. Mais en écologie, il y a toujours des limites parce que les interactions sont infinies. On peut jamais tout comprendre d'un écosystème. Fait que, tu sais, c'est important de reconnaître, d'être humble, puis de savoir que ce qu'on fait, on ne le comprend pas à 100%. Fait que ça, c'est quelque chose qui peut aider.
Puis l'intégrité en sciences, c'est de ne pas avoir d'intérêt, c'est aussi un autre point. Puis je finirai avec, mon ami m'a partagé les paroles de William Commanda qui disait c'est notre relation au territoire qui peut nous unir en tant que peuple. Fait que, tu sais, ça, pour moi, cette parole-là, c'est vraiment, c'est vraiment important. Si la recherche veut pas parler le même langage, si on va continuer à les couper là où il y a le caribou, parce que c'est ça qui s'en vient, ben là, on ne va pas s'unir en tant que peuple parce que, tu sais, c'est clair qu'il y a un désir de protéger les caribous et l'habitat. Et ce qu'on va faire, c'est d'aller couper dans les derniers massifs où il y en a. Fait que c'est complet, tu sais, si on veut s'unir en tant que peuple, il faut qu'il y ait des actions. Puis ces actions-là, c'est protéger ce qui est important dans les valeurs des Premières Nations. Le caribou, pour nous, ça ne nous dit rien, on n'en a jamais vu. Il y en a que ça fait des milliers d'années qu'ils vivent avec cet animal-là qui est complètement dominant dans leur nourriture, dans leur mode de vie. Pour eux, la destruction des habitats du caribou et du caribou, c'est comme de dire que je ne prends pas en compte ta culture. Fait que si on laisse continuer ça, ben, on ne va pas s'unir en tant que peuple. Et je finis avec mon petit bourgeon de noyer. Et ce que je veux dire, c'est que la science, ça devrait être un langage où les gens peuvent se rencontrer, peuvent s'unir. Puis pourquoi j'ai mis ça, c'est que ça a l'air d'un petit singe avec un bonnet de bain. Fait que moi, pour apprendre que ça, c'est un noyer, c'est quand tu vois une face de singe qui a mis son bonnet de bain, tu sais, il a mis son bonnet de bain, mais ça va se noyer. Okay? Fait que ça, c'est le genre de façon que je montre à reconnaître que c'est un noyer, puis là, c'est une plante à statut, puis là, on peut le protéger, tout ça. Tu sais, c'est comme ça que le langage, c'est pas obligé d'être bien compliqué, puis la troisième foliole avec le pétiole, nanana. Des fois, ça peut être simple et amusant, et c'est comme ça que, selon moi, c'est des bonnes façons de se servir de la science. Voilà. Merci, Marie-Ève. Il y a beaucoup de choses là-dessus, puis j'aimerais ça peut-être entendre Éliane puis Benoît de votre perspective. Tantôt, tu sais, Éliane, tu disais tous les gens dans la communauté sont des chercheurs, les gens connaissent leur territoire, ils l'ont appris, ils l'ont vécu, puis ça fait d'eux autres même des chercheurs. Benoît, toi, tu disais, les chercheurs devraient avoir une implication plus directe, prendre plus de position. Avez-vous un peu à la manière que Marie-Ève vient de faire, ce que la science devrait faire, avez-vous des recommandations? Parce qu'ici, il y a plein de monde qui fait de la recherche. Je pense que tout le monde a intérêt à ce que la recherche fonctionne pour les communautés, puis que la science aide aux objectifs des communautés. Avez-vous des recommandations pour le milieu de la recherche pour améliorer? Y a-t-il des exemples de recherche qui n'ont pas fonctionné? Des tensions, des conflits qui sont arrivés? Je sais qu'il y a eu beaucoup d'essoufflement dans les communautés. Beaucoup de chercheurs sont venus, ont pris des résultats, ont publié des choses, puis ils ne sont jamais revenus. Donc, il y a ça dans cette réalité autochtone qui serait intéressant d'entendre pour tout le monde ici. Puis si vous avez des recommandations, je pense qu'on serait tous gagnants. Bien, je veux dire, il y a quand même beaucoup de chercheurs qui ont travaillé sur le caribou dans la vie. Il y a des spécialistes de caribou au Québec, puis on a vu la stratégie du caribou cette semaine. Ça en dit long sur le pouvoir de la recherche par rapport au caribou. Mais tu sais, là, c'est une espèce, puis on le sait, toutes les populations, je pense, sauf une dans le monde, sont toutes menacées. On a tous des problèmes. Le caribou a des problèmes. En fait, il y a des problèmes avec l'humain. Mais c'est pas assez. C'est pas assez. C'est pas une raison valable encore de faire des aires protégées. On va faire des aires protégées, mais il faut s'assurer de la vitalité des régions. La recherche, pour moi, tu sais, puis là, j'ai un discours super pessimiste, là, mais je suis super impliqué dans la recherche. Je suis impliqué dans une chaire de recherche, puis ça, c'est vraiment cool. Ça, une chaire de recherche, c'est vraiment cool parce qu'on a une implication directe à travers les recherches. On a des suivis de toutes les recherches, puis on peut soumettre nos projets de recherche pour justement, tu sais, avoir des projets pour aller chercher des étudiants.
Ouais, j'ai un peu perdu le fil de mon idée, puis un peu ta question aussi, là, au travers, là, mais... Mais peut-être Éliane peut rebondir, puis ça va peut-être revenir pendant ce temps-là. Oui, on m'entend-tu? Oui, ça marche. Yes. OK. Des exemples que ça ne marche pas, il y en a beaucoup. Mais qu'est-ce qui marche, en fait, c'est que tantôt, j'ai parlé un peu de notre projet Wapistan, en fait, puis c'est un projet qui est né de la communauté. Je dis que tous les chercheurs, c'est des chercheurs, mais oui, mais on connaît quand même pas tout, puis surtout pas dans un contexte de changement climatique. Les communautés ont beaucoup de questions. D'où est né le projet? Mais ça fait plusieurs années que le projet est en marche, puis ça va bien, puis ça continue, puis les jeunes sont impliqués aussi, puis toute la communauté de Waswanipi connaît le projet Wapistan. Fait que c'est ce genre d'initiative-là, en fait, c'est surtout d'amener les chercheurs à s'intéresser, en fait, aux problématiques puis aux questionnements qui sont déjà présents. Plutôt qu'arriver avec une question de recherche puis demander les consulter, en fait, par après, c'est de savoir qu'est-ce qui serait utile pour vous. Si on arrive avec cette approche-là, c'est beaucoup plus facile pour avoir, en fait, leur participation puis leur appui aussi dans la recherche puis de les intéresser aussi. Puis vous aider. Fait que ça arrive souvent qu'il y a des projets, puis là, j'ai des commentaires de chercheurs qui sont comme, c'est difficile la communication, puis j'arrive pas, puis ils ne retournent pas mes courriels, puis... mais c'est ça, si c'est moins intéressant, culturellement, on a cette approche-là que si on n'est pas d'accord avec une démarche ou avec une position, on se retire. Donc, on reste silencieux, on ne participe pas, on ne va pas voir la personne pour dire on n'est pas d'accord avec ça ou on aimerait que ça soit différent. On va juste se taire. Puis des fois, ça peut être mal compris aussi par les chercheurs. Puis ça me fait penser j'ai eu une conversation avec un aîné au début de mes études, puis il m'a demandé qu'est-ce que je faisais encore à l'école. Puis j'ai dit, j'ai la recherche, puis j'explique mon projet de recherche, puis en quoi ça serait utile, puis... Je parle pendant 10-15 minutes, puis il fait juste m'écouter. Puis il me dit, Éliane, si tu veux savoir tout ça, tu n'as pas besoin d'aller à l'école, tu as juste à venir dans le bois, puis tu vas le savoir. Puis effectivement, il a totalement raison, mais l'idée, c'est ce que j'ai expliqué par après, l'idée, c'est de faire des liens, en fait, avec la recherche, puis vos connaissances aussi. On a beaucoup le commentaire de « ils ne nous écoutent pas ». Oui, mais aussi, il y a un langage aussi à utiliser. Donc, en fait, c'est ça que j'essaie de faire aussi avec la recherche et de faire ces liens-là. Donc, l'approche aussi de ce que je recommande aussi aux équipes de recherche, c'est de venir en communauté plus longtemps. Donc, si vous avez du terrain pour 2-3 jours, vous avez ça, prévoyez donc 2 semaines. Venez avant, venez rencontrer les gens, participer dans la communauté, apprendre à vous faire connaître aussi. Fait que c'est beaucoup plus facile après ça, justement. C'est une relation de confiance parce que ça a été très terni dans les dernières années, dizaines d'années, la recherche à cause de ça. Donc, un lien de confiance, puis de revenir plus souvent. On a l'exemple d'un autre projet de recherche sur l'orignal que l'équipe vient plusieurs fois, même quand ce n'est pas par rapport à leur projet. Ils viennent juste participer à un événement X que dans la communauté. Fait qu'ils sont vraiment beaucoup impliqués. Fait que ça fait en sorte qu'ils ont vraiment beaucoup de participation. Puis l'appui aussi de la communauté. C'est vraiment des super bonnes idées, bons exemples. Voulais-tu rebondir? Oui, en fait, Éliane l'a mentionné, ce qui fonctionne dans un projet de recherche dans la communauté, c'est quand que ça apporte quelque chose à la communauté. Mais, tu sais, j'ai l'impression que des fois, les connaissances traditionnelles, on les fige dans le temps. On les fige dans le temps, puis c'est toutes les connaissances du passé. Ce qui fonctionne dans un projet de recherche, c'est quand on est en mesure de s'approprier ces connaissances-là, puis de mettre ça aussi dans notre bagage de connaissances traditionnelles à jour. Ce qui ne fonctionne pas, c'est quand le chercheur se pose la question « Qu'est-ce que la communauté peut apporter à ma recherche? » Ce qui ne fonctionne pas, c'est la sollicitation pour des appuis de recherche quand on ne sait pas trop c'est quoi. Ça, on en a beaucoup. Vraiment. Puis, à me demander des fois si je ne suis pas un Indien de service. Ça, c'est plate. C'est vraiment plate. Puis, je vous dis, j'ai au moins 1 ou 2 courriels par semaine de sollicitation,
d'appui de recherche. Quelle recherche, tu sais? Tu m'apportes quoi, toi? C'est pas ça. Mais les projets de recherche dans lesquels on est impliqué sont vraiment importants pour nous. On va aller jusqu'au bout. Puis, tu sais, ça nous apporte quelque chose. C'est ça qui est le plus important dans un projet de recherche. C'est vraiment intéressant parce qu'il y a eu une augmentation assez fulgurante du financement de la recherche en collaboration avec les communautés autochtones. Il y a de plus en plus de projets de collaboration, alliance. Tu sais, le programme CRSNG, c'est un bel exemple. Là, ça commence à se multiplier. Il y a beaucoup d'argent, puis il y a des fois même un essoufflement. T'en parles, c'est un cas concret. Là, pour ceux qui ne connaissent pas la réalité de Abitibi-Winnie puis de Benoît, là, c'est particulier. Donc, l'argent est là, le financement est là. Les recherches avancent, mais on voit aussi là, un essoufflement. Puis il n'y a plus juste les universités non plus qui vont dans le financement de la recherche. Il y a d'autres organismes, le CERFO, entre autres, qui vont chercher le financement de même. Ouais. Est-ce que je pourrais renverser la question, puis peut-être Louis, tu sais, aux observations que passent Eliane puis Benoît sur un peu l'éthique de travail, en fait, hein? Comment rentrer dans une communauté, puis comment se poser la question de recherche axée sur ce que la communauté a de besoin plutôt que l'inverse. Ouais, est-ce que toi, tu le vois dans ton expérience maintenant basée dans la communauté? Ben, tu sais, quand j'ai commencé à travailler avec les Inuits à Pessamit, on a été les rencontrer, puis on a juste établi des relations en premier. On n'a comme pas parlé de projet de recherche. On a rencontré les gens, pris le temps de les connaître, puis ça, c'est, tu sais, quand on est en recherche, on est beaucoup dans l'action. Tu sais, on fait des demandes de subventions, puis on va chercher des collègues, on dit « OK, tu veux t'embarquer dans ce projet-là? » Mais on se connaît, ou même si on ne se connaît pas, ben c'est comme, c'est des rites, on connaît la façon de fonctionner, mais avec les communautés autochtones, c'est pas de même, ça marche. Il faut vraiment que tu prennes le temps. Puis je me souviens d'une fois... Puis aller en territoire aussi avec eux, parce que aussi, le lien avec le territoire est super important. Puis quand tu es dans un bureau et que tu parles de projet ou n'importe quoi, ils ne vont pas nécessairement beaucoup échanger. Mais quand tu es en territoire avec eux, quand tu es dans le bois avec eux, là, c'est complètement différent. J'avais un exemple, à un moment donné, j'étais avec 2 journalistes de... Oups, désolé. Puis, ils voulaient interviewer des aînés. Fait que j'avais appelé à Pessamit parce qu'on arrivait de la forêt. Puis là, on est arrivé au bureau du territoire et ressources. Puis là, il y avait 2 aînés qui étaient là. En fait, il y en avait un parce que l'autre était parti. Puis, on est allé s'installer sur le bord de la baie de Pessamit. C'est super beau, il faisait soleil. Puis, on commençait... les journalistes commençaient à y poser des questions. Puis, ils parlaient du caribou. Puis, le monsieur, il parlait pas beaucoup. Puis, j'étais étonné parce que je le connaissais, puis je savais que c'était quelqu'un qui avait beaucoup qui parlait quand même beaucoup. Puis, à un moment donné, j'ai comme juste flashé. J'ai dit, tu lui poses des questions sur le caribou, mais il est dans la réserve de Pessamit, il est sur le bord de la mer. Il est comme. Pour lui, c'est difficile de parler de ça. Puis là, d'un coup, j'ai commencé à y parler. J'ai dit, est-ce que vous pêchiez dans la baie de Pessamit? Puis là, tout de suite, il a commencé à parler. Ah oui, on faisait. Je me souviens plus, c'est la pêche nacille, mais en tout cas, c'est avec pêcher l'anguille, la morue, peu importe. Mais c'est ça, c'est le lien avec l'environnement est super important, puis on ne prend pas ce temps-là. Puis des fois, on organise des rencontres, des tables rondes avec des questions super techniques, puis c'est comme les gens n'interagissent pas, puis c'est normal, là, c'est comme... la culture est différente, puis il faut en tenir compte, c'est super important. Wow, c'est vraiment intéressant. Est-ce que dans le contexte de recherche, il y a prise en compte de plus en plus des connaissances traditionnelles autochtones? Parce que les connaissances traditionnelles écologiques sur le terrain sont là dans les communautés. Il y a eu des projets de recherche spécifiques là-dessus, mais est-ce qu'il y a eu une évolution des projets de recherche depuis qu'il y a ces collaborations-là de plus en plus serrées avec les communautés? T'sais, autant vous, dans le milieu de la recherche, est-ce que vous observez ça, un changement d'approche avec l'utilisation des connaissances traditionnelles? Puis vous, dans les communautés comme telles, voyez-vous les chercheurs inclure un peu plus les connaissances autochtones?
Comprenez-vous ma question? Oui. Bien, je peux y aller. Oui, il y a une amélioration. Puis juste comme Louis l'a mentionné, la vision est tellement différente qu'il faut vraiment s'adapter. Puis je pense que il y a conscience de ça, cette différence de vision-là. Puis en fait, l'envie aussi de vouloir aussi regarder dans les yeux de l'autre personne. Puis comme il y a l'approche two eye seeing, là, c'est vraiment ça, c'est d'aborder les deux ensemble pour qu'il y ait vraiment une vision commune. Mais c'est comme nouveau, ça s'en vient, il y en a qui sont encore maladroits, ça arrive, mais je pense que la volonté est là. Puis je voulais commenter aussi la culture. Quand on grandit en communauté, on apprend par observation beaucoup, imitation. On ne pose pas de questions quand on est un enfant. Quand Coco me parle, tu ne parles pas, tu ne poses pas de questions. Fait que des fois, ça peut être un peu brusque pour une personne de se faire poser des questions. Ils peuvent se sentir un peu attaqués, donc, parce que ce n'est pas culturellement comme ça. Donc, ça aussi, ça peut être... mais au-delà de la recherche, c'est d'apprendre aussi toute cette culture-là aussi, puis d'être attentif à ça, puis de s'adapter, en fait, au contexte. C'est surtout ça, le défi, je pense. Puis, justement, tu sais, des belles méthodes, c'est au fil des discussions, puis faut qu'un chercheur s'attende à en avoir toujours plus. Tu sais, s'il parle d'un sujet en particulier, c'est probablement une histoire qu'il va avoir, tu sais. Ça, c'est super cool, mais tu sais, à partir du moment où il y a la mise en valeur de la personne qui est en avant de toi, qui parle, puis qui sent parce qu'il faut qu'il soit en confiance, bien, tu peux avoir des belles surprises, là. Puis, tu sais, chez nous à Picagane, il y a un petit côté un peu triste parce que les aînés ont l'âge des vieilles forêts exploitées. Fait que, forcément, il y a une perte qui s'engendre au niveau des connaissances traditionnelles aussi par rapport à ça. Fait que, il y a les pensionnats, évidemment, là, les enfants ont été séparés aussi des grands-parents, mais tu sais, c'est ces gens-là, des pensionnats, qui sont nos aînés maintenant dans la communauté, qui n'ont pas eu toute l'éducation qu'ils auraient dû avoir en forêt, là. Le territoire a été transformé, les communautés ont été transformées, les connaissances se transforment. Comme tu dis aussi, c'est pas fixe, hein, ça évolue. Là, la science arrive aussi avec d'autres connaissances. Je ne sais pas si Marie-Ève, tu voulais rebondir rapidement. Après ça, moi, je trouve ça super intéressant comme conversation, mais j'aimerais ça ouvrir au public pour que les gens vous posent des questions. Fait que peut-être juste brièvement, si tu voulais répondre à la dernière question. Oui. Bien, tu sais, c'est ça, moi, comme Eliane a disait, là, tu sais, la science peut... tu sais, je vois pas de distinction nécessairement. Tu sais, les communautés font de la science. Fait que, tu sais, faut pas... Puis, ils font peut-être différemment de la science, mais c'est important de savoir ça. Tu sais, souvent, ils ont un département de foresterie. Les gens, ils vont faire de la télémétrie. Ils peuvent suivre les populations, par exemple, d'orignal. Ils peuvent suivre les qualités de l'eau. Tu sais, ils ont beaucoup de données. Et ce qui est vraiment important, je pense, c'est que un chercheur qui va, par exemple, modéliser la qualité de l'habitat de l'orignal, si sa modélisation ne concorde pas pantoute avec les observations terrain, soit par l'histoire de qu'est-ce qu'il y avait ou par vraiment actuellement qu'est-ce qu'il y a, si ça ne concorde pas avec les données des Premières Nations, bien, il faudrait peut-être se poser des questions sur nos modèles puis remettre des choses, peut-être qu'on n'a pas pris les bons paramètres. En plus, il y a aussi des connaissances qui peuvent être oubliées, ou qui ne sont pas vraiment... L'exemple de l'orignal, on m'a dit que les femelles orignales mettaient bas sur des îles parce qu'il y a moins de prédateurs dans certains secteurs et tout. Bien ça, est-ce que c'est pris en compte par certains modèles et tout? Peut-être pas, t'sais.
Il y a plein de connaissances comme ça, les frayères. On dit, avant, ici, il y avait beaucoup de poissons, mais là, il n'y a plus de frayères ici, fait que, il y en a moins. Il y a plein de connaissances comme ça que c'est quand même important de le savoir. Si les gens ils veulent préserver l'habitat de tel poisson, ils ne sont pas au courant que si c'était une frayère avant. Fait que, en tout cas, pour moi, ce que je pense, c'est que c'est vraiment important, en faisant de la recherche, de ne pas dénigrer les informations, puis de les prendre au sérieux, puis de regarder. C'est des années et des années, c'est des gens qui sont sur le territoire, et eux, ils ont une certaine frustration parfois quand ils reçoivent des modèles ou ils ont des choses, mais qui ne concordent pas du tout avec la réalité terrain. Puis moi, je serais mal à l'aise d'être un chercheur qui présente un modèle de l'habitat de la martre, puis il n'y a pas une martre qui habite là. Parce que, j'ai fait une erreur là, dans mon modèle, puis tout ça. Puis après ça, on va aménager en prenant en compte ta qualité de l'habitat que tu as calculé. Mais en passant plus de temps, puis en prenant au sérieux les données qu'ils ont, bien ça l'aiderait la science à peut-être être dans d'être un petit peu plus collé sur le terrain. Fait que ça c'est un exemple là, parmi tant d'autres. Merci Marie-Ève, merci à vous quatre. J'aimerais ça, je ne sais pas si vous avez des questions. En fait, on peut peut-être ouvrir les micros, voir comment que la discussion évolue. Si vous vous sentez à l'aise d'aller poser une question. Moi, j'en ai plein d'autres, mais j'aimerais ça vous entendre aussi. Donc, ça serait à votre tour de prendre la parole. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez? Oui. Ben, moi, je m'intéresserais peut-être à la dualité. Parce que dans ma conception, les Autochtones ont quand même un certain pouvoir sur le développement économique de leur territoire. Puis peut-être qu'ils s'impliquent dans la recherche, de ce que j'en comprends avec ce que vous décrivez. Est-ce que dans ce contexte-là, ils ne se ramassent pas un peu pognés en sandwich entre les deux? Vu comme des fois les visées ne sont pas les mêmes, puis ça peut diviser ou rendre un peu par des tensions. Je ne sais pas comment est-ce que ça s'articule au sein d'une communauté autochtone. La protection du territoire puis le développement de leur communauté. Peut-être qu'ils n'ont aucun pouvoir sur ça, mais je suis juste curieux. Pour ce qui est du développement du territoire, on est consulté. On n'est pas tant écouté. On s'implique en développement économique parce que les gens aussi chez nous doivent travailler. Il se passe des activités économiques sur le territoire, puis on va en faire partie aussi. Est-ce que je me retrouve en dualité? Non, je ne crois pas. Il y a un projet en région qui me tient à cœur, c'est une analyse complète, une étude sur les impacts cumulatifs sur le bassin versant de la rivière Arcana. Mais de tout, minier, forestier, municipal, industriel, agricole, puis même au niveau des villégiatures et des fosses septiques, changer d'épuration dans l'argile. J'aimerais que tout ça se passe, mais ça, c'est le financement qui est responsable de ça, puis c'est beaucoup d'éléments, alors que la recherche va justement se concentrer sur un élément. Puis je vais mon micro est ouvert. Je vais en profiter pour parler dans les succès de recherche présentement. Si vous venez faire une recherche, puis vous voulez qu'on collabore à Pikagan, n'arrivez pas avec une demande de subvention MITAC parce que je vais la refuser. Je considère les chercheurs comme des gens très intelligents, très ouverts d'esprit, prêts à découvrir. Et ceux-là qui financent ces chercheurs-là, dont les MITAC, ne considèrent pas les communautés autochtones comme étant des partenaires de recherche. Fait que les recherches qu'on a présentement avec MITAC, il faut passer par la coopérative, par la pourvoirie, mais évidemment, les gens savent que c'est avec la Première Nation qui viennent faire la recherche. Fait que le message est passé. Ne venez pas me voir avec un MITAC, ou si vous n'avez que MITAC,
parlez-en à MITAC. Moi, je ne ferai pas de démarche avec MITAC. Je crois que c'est aux chercheurs et aux universités de faire la démarche puis que ça change. Eliane, je ne sais pas si tu as quelque chose sur Oui. être coincé entre l'arbre et l'écorce. Bien, tu sais, nous, notre contexte est différent à USG parce qu'on est en territoire conventionné. Donc, les modalités sont différentes. Donc, le territoire est divisé en 3 catégories. Donc, la communauté a un total contrôle sur les terres de catégorie 1. Mais c'est des très petites proportions du territoire. Donc, eux, ils peuvent décider tout ce qui va se passer. Donc, foresterie, mines, ils ont 100% le contrôle. Si je prends l'exemple de notre communauté, Waswanipi, il se fait de la foresterie dans terre de catégorie 1, mais selon nos propres modalités. Donc, c'est-à-dire qu'on a des bandes riveraines beaucoup plus élargies. On tient en compte les habitats fauniques aussi. On ne va pas surexploiter non plus. Fait que c'est comme un compromis, en fait, entre le développement, mais avec nos propres conditions, en respectant la faune et la flore aussi qui se trouvent là. Mais c'est des très petites proportions du territoire. Tout le reste, on est consulté, mais on n'a pas de vrai réel pouvoir, en fait. Là, on ne peut pas refuser, en fait, de la coupe. Donc, dans notre cas, ça va dépendre surtout de la communauté. Il y en a qui sont affectés par la foresterie, d'autres non. D'autres, c'est plus les mines qui vont affecter. Mais je ne sens pas d'être pris entre l'arbre et l'écorce, c'est-à-dire de vouloir l'exploitation. C'est plutôt, nous, on veut limiter les dégâts. Donc, essayer de diminuer, en fait, l'impact. Mais je pense que c'est un point de vue qui est partagé pour pas mal toute la communauté. Donc, on ne veut pas non plus... on coupe juste assez pour notre moulin qui n'existe plus, là, mais on coupait juste assez pour notre moulin, puis on vivait en fait de ça, mais l'idée, c'était pas d'exploiter au maximum comme qui se fait sur les autres terres, les autres catégories de terres. Merci pour ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Parfait. Bien, merci. Premièrement, c'était super intéressant à vous quatre. Je voudrais revenir un peu sur ce que tu as mentionné rapidement au début, Benoît, sur au niveau de l'engagement des chercheurs. Je trouve ça très pertinent. D'abord, sur l'engagement, mais aussi sur ce qu'on fait après avec la recherche. Justement, parce qu'au niveau de la traduction entre, mettons, les traditions plus autochtones et allochtones, je pense que vous êtes bien équipés dans les communautés à faire ça, puis avec des chercheurs aussi. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas, là, c'est pour tout le monde, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de peut-être essayer de pousser les institutions coloniales à que dans les projets de recherche, il y a des parties, ou comment on pourrait faire ça, que le après-recherche devienne mandatoire aussi, que comme d'essayer de penser à développer à comment que ces recherches-là puissent modifier les instances gouvernementales et coloniales et que dans les projets de recherche-là, ça soit déjà du départ que comme la pertinence puis l'application après soit plus intégrée dans les projets. Je ne sais pas si c'est assez clair, mais enfin, d'essayer de changer, comment on peut changer nos institutions pour que les projets de recherche deviennent plus, comme qu'il y ait un impact plus important, pas juste que ça soit fini une fois que la recherche, on a atteint notre objectif de recherche, mais que l'objectif social devienne plus important dans les financements, dans les projets de recherche. Je ne sais pas comment on pourrait essayer de travailler un peu de même dans ces instances-là. Je pense qu'il n'y a pas juste une réponse, mais je pense que dans les réponses, on travaille sur une avec la chaire de recherche en biodiversité nordique présentement. Tu sais, il y en a de recherche. Il y en a vraiment un tas pour un tas de petits sujets que tu mentionnais tantôt, très spécifiques. Mais avec l'UQAT, avec Nicole, on va embaucher quelqu'un qui va faire un post-doctorat sur, justement, rassembler ces recherches-là
pour alimenter justement notre projet de réseau d'air protégé en 2026. C'est aussi un projet au niveau du carbone. C'est drôle parce que sur mon autorisation de voyage, je regardais vite le titre, là, puis j'ai marqué, c'était quoi déjà? Panel Carbonidé. Carbonidé, j'ai écrit le panel carbonisé. Mais en fait, on a un projet sur le carbone, puis justement, c'est d'aller chercher l'ensemble de ces recherches-là qui existent déjà pour les mettre ensemble, qui vont amener peut-être à une portion de cet engagement-là des étudiants qui ne savent même pas qu'on va sortir de la recherche. Mais voilà. Je pense que c'est une solution, ce n'est pas seulement la solution. Quand je parlais de l'engagement, tantôt, exemple, puis là, on pourrait parler de la protection du caribou, mais il y en a plusieurs qui le font, tu sais, au niveau de l'engagement, tu sais, il y en a des chercheurs, mais en fait, tu sais, je pense que après avoir défendu ton doctorat devant des juges, je pense que tu devrais aussi soit le défendre ou le promouvoir devant la population ou devant le gouvernement, là. Oui, puis en même temps, je ferai l'avocat du diable, il y a beaucoup d'intérêt pour le milieu académique de maintenir la neutralité, puis l'espèce de sacro-sainte non-prise de position du point de vue de la science pour garder cette espèce de... C'est comme, il y a une marge de manœuvre, puis je connais beaucoup de chercheurs qui ont pris position, puis qui ont été isolés dans leur milieu parce qu'ils prenaient trop position, tu sais, puis je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez observé, puis je te regarde, Louis, peut-être, tu as plus de... Je sais que devant plusieurs enjeux, comme par exemple les changements climatiques, entre autres, il y a eu dans la revue Nature, il n'y a pas longtemps, un éditorial sur justement que les chercheurs devraient prendre davantage position, parce que devant l'urgence climatique puis d'autres urgences environnementales, je veux dire, on a un rôle social à jouer, puis je veux dire, c'est bien beau l'objectivité ou la neutralité, mais à un moment donné, c'est comme il faut dire les choses. On peut prendre position. On pourrait demander aussi à un chercheur qui a développé des méthodes plus efficaces dans l'extraction de la matière de l'or, voir si sa recherche est plus neutre ou pas. Ouais. Peut-être juste un élément de réflexion là-dessus. Tu sais, au-delà de la révolution que tu proposais, que je pense qui est une bonne idée, mais déjà, si les projets scientifiques incluaient dans le financement la remise des résultats dans les communautés, parce que ça, c'est quelque chose qui ne se fait pas nécessairement encore. Là. Il y a beaucoup de recherches qui se fait dans les communautés où on publie des articles, les gens n'ont aucune idée de ce qui s'est passé. Mais ça commence à changer quand même. C'est ça, mais ça prend du temps. Mais déjà ça, de l'inclure dans le financement, puis que cette mentalité-là évolue, je pense qu'il a fallu beaucoup de temps pour que ça se passe. Mais c'est un exemple. Puis peut-être qu'à force de changer comme ça, on va se rendre un peu plus loin, à inclure une prise de position sociale ou une pression sur les instances politiques par la suite. Là, mais tu sais, il y a quand même, sur les enjeux caribou, par exemple, il y a plusieurs chercheurs qui parlent dans les médias, puis c'est important, là, parce que même malgré ça, c'est ça qui est un peu étonnant, malgré ça, malgré toutes les évidences, le gouvernement continue de faire la sourde oreille. Là, c'est un peu fâchant. Je modère mon... Ben oui, c'est poli. Moi, je vais prendre position. Non. Mais, tu sais, c'est vrai que quand on a travaillé sur quelque chose, puis là, on a un résultat, puis on est vraiment content, puis on veut le divulguer, faut faire attention. Faut le dire comme il faut. Faut vraiment le dire dans les bons médias. Et puis, malgré tout, on fait des erreurs quand même. Et puis, donc, récemment, je me suis fait dire « Ah, écoutez pas ce qu'elle dit, elle, c'est une Greenpeace. » Fait qu'on a dit ça de moi. Et à ce moment-là, j'étais en train de comparer mon ADN là, de champignons récoltés dans le sol par la méthode par OTU ou par qPCR, ça donne-tu les... Puis là, je me disais, mais
je suis pas en train de faire du Greenpeace, là. Je suis en train de comparer scientifiquement pour m'assurer que la méthode que j'ai prise d'extraction d'ADN et tout ça, ça fait une pointe de la technologie. Puis, tu sais, mais c'est parce que le résultat, ça donnait que il y avait un changement dans les communautés microbiennes avec les coupes. Mais tu sais, je veux dire, j'ai jamais fait partie de Greenpeace de ma vie, là. Mais tu sais, des fois, tu te sens comme... Parce que ce que toi, tu as trouvé comme recherche, ça démontre quelque chose. Tu sais, la baisse de fertilité des sols après les coupes, là, c'est tout le monde l'a démontré. Fait que là, maintenant, c'est correct qu'on peut le dire, là. Mais si tu arrives avec quelque chose d'autre, bien, que ça dérange un peu, bien, fait que là, t'arrêtes de le dire, tu essaies tu sais, parce que là, tu veux continuer à faire de la recherche, tu veux pas que les gens ils te mettent dans un coin ou qu'ils te... Fait que c'est quand même touché. Puis d'un autre côté, tu te dis, qu'est-ce qui se passe avec le caribou? On peut pas laisser faire ça. Tu sais, ici, ou qu'est-ce qui se passe avec une non-durabilité de la foresterie? Tu sais, c'est réel. Puis si on prend pas position, qui va le faire? Tu sais, si on a les données qui démontrent quelque chose, mais qu'on ne les exprime pas, puis il faut les exprimer de la meilleure façon qu'on peut en étant respectueux et tout, mais tu sais, si on ne le fait pas, là, mais c'est qui va le faire? Tu sais, je pense que c'est quand même un devoir qui est quand même important, puis si les gens ils le font, c'est ça qui pourrait donner un peu de remontrer que les gens ont de la volonté. Tu sais, on ne fait pas de la recherche juste pour faire de la recherche, là. C'est parce qu'on veut découvrir quelque chose, on va avoir les bonnes données, le bon chiffre. Puis si c'est 10 de moins de carbone dans les vieilles forêts, de plus de carbone dans les vieilles forêts, dans les sols, bien c'est 10 dans tel type d'écosystème, puis c'est important de le savoir. Puis si on va couper, bien c'est important, avec humilité, de reconnaître qu'on va avoir 10 de moins de carbone. Puis si on les conserve, on va avoir 10 de plus de carbone. Est-ce que ça a un rapport? Est-ce que c'est important? C'est peut-être important de le savoir puis de le dire. Puis tu sais, si on se sent souvent berné, tu sais, par... je pense que tout le monde se sent un peu berné des fois par des discours qui deviennent tellement compliqués, tu sais, puis... Ah, comment ça fonctionne? C'est tellement compliqué. Mais il y a des choses qui sont extrêmement simples. Si on perd 10 dans les sols de carbone, ben c'est ça. Si le caribou, il a besoin de lichen, puis que là-bas, il n'y en aura plus, puis la population va baisser ça. Il y a des choses qui sont vraiment claires. Puis la carte de Louis, là, tantôt, là, qui montre comment que la foresterie est rendue, puis ben ça démontre que c'est pas durable parce qu'ils sont obligés d'aller dans les derniers massifs d'air protégé pour couper puis que ce soit rentable. Tout le reste du territoire, ben, il n'y a rien qui est assez rentable pour aller couper, fait que c'est là qu'ils sont rendus. Tu sais, c'est pas de l'opinion, ça, c'est de l'information. Tu sais, c'est plate que personne le dise, tu sais, parce que... Ouais, ben, il y a Pierre Dufault qui a dit que couper les arbres, c'était bon pour le carbone. Hein, oui. Comme ministre des Ressources naturelles, ça. Oui. Super cool. Mais tu vois, il y a Christian Messier, Jérôme Duprat, moi, puis Sylvain Lagrange, j'en ai écrit une lettre à lui, mais plein d'autres mondes, pour dire qu'il y a d'autres conceptions que, tu sais, pour répondre à ça, mais ça, c'est vraiment le genre de choses que parfois les chercheurs peuvent se mettre ensemble pour répondre à une grosse affaire. Mais tu sais, le caribou, c'est une grosse affaire. Il y a plein de grosses affaires. Le territoire, les gens, quand c'est à côté de chez eux, quand c'est à côté de ton chalet, de ton lac, que la coupe s'est faite, mais tout le tour, pour toi, c'est une grosse affaire. Fait que tu sais, il y a beaucoup de grosses affaires. Est-ce que... Ah, ben oui, j'allais dire, est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci. J'aurais une courte question. Je m'adressais à vous quatre parce qu'effectivement, il y a urgence, vous en avez parlé, il y a évidemment toile de fond, le changement climatique, il ne faut pas oublier parce que ça va perturber complètement évidemment ce qu'on est en train de vivre, de connaître. Alors j'ai une question un peu naïve. Comment ça se fait que... on a un problème de gouvernance, on l'a vu aussi, il y a des paliers de gouvernement qui ne s'entendent pas aussi pour faire respecter des lois. Il existe des lois sur la préservation des espèces en danger qui ne sont pas respectées, en particulier au Québec.
Comment ça se fait? Je ferai juste un petit préambule que dans les zones océaniques, quand on pêche chez Océan Canada, c'est le seul ministère d'ailleurs qui a juridiction là-dessus. Il ne partage pas sa juridiction avec le provincial. Quand on s'aperçoit qu'on a des espèces en danger, on intervient, on fait des moratoires, avec les difficultés évidemment pour les populations autochtones et aussi les pêcheurs pour ne plus avoir accès à la ressource. Mais comment ça se fait qu'on est capable de le faire en zone océanique et que dès qu'on est en zone continentale, là où on vit, mais aussi on doit préserver les milieux, on doit partager les connaissances, on n'est pas capable de le faire? Alors, le CEF en a parlé depuis quelque temps. Moi, je dirige un réseau sur les inondations. On est aussi en réflexion sur la création de l'observatoire pour faire la suivi de la surveillance, qui rassemblerait tout le monde, qui permettrait justement de partager ces connaissances, de les partager aussi sur une base régulière. Vous avez mentionné quelque chose qui est très important. Les vieilles forêts qu'on est en train de perdre, c'est toute la mémoire collective du milieu qu'on va perdre. Et ça, on ne pourra jamais le rattraper. Fait que tout ça pour dire que peut-être les observatoires vont être une façon aussi de se réapproprier et d'avoir un accès à l'information et aussi dire à nos gouvernements et aux deux paliers de gouvernement qu'ils sont allés trop loin et qu'à un moment donné, il faut faire respecter les lois parce qu'il y a des gens qui dépendent de ces milieux de vie. En partageant ces connaissances-là, ce suivi de cette surveillance, ça nous permettrait justement de développer aussi une certaine résilience des milieux, que pour l'instant, on n'a pas du tout fait en milieu continental, je parle. C'est quoi votre point de vue là-dessus? Ben, je peux essayer de me risquer. Premièrement, je pense qu'il y a de la chicane fédérale provinciale. Pour ce qui est de la forêt, c'est sûr que ça joue un gros rôle. Après ça, j'ai l'impression que comme on est... Comment dire? Il y a une pression économique qui vient des régions qui est extrêmement forte pour continuer à couper la forêt. Puis, il y a un message qui est véhiculé que, contrairement peut-être aux populations de Morue, où est-ce qu'on ne voit pas qu'ils sont en déclin, puis qu'à un moment donné, on dit que la forêt repousse. C'est vrai que la forêt repousse, mais il y a une polarisation du débat. On simplifie le débat souvent trop. Puis, moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de manipulation politique, puis ça réussit à influencer. Tu sais, juste l'exemple de la situation avec le caribou, là, ce qui est sorti hier. Le Pipmogan, ça fait depuis 2016 que les Inuits de Pessamit prônent la protection de ce territoire-là. 2016, que le gouvernement a dit qu'il était pour arriver avec quelque chose pour sauver ces territoires-là. Puis aujourd'hui, c'est comme il n'y a absolument rien qui se passe. C'est aux oubliettes. Fait que, de ce que j'ai entendu au Conseil des ministres, il y a certains ministres économiques qui ont le bras long puis qui ont influencé les choses. Fait que, le constat pour moi, c'est il y a comment faire pour réussir à faire passer ce message-là. Je ne sais pas jusqu'à quel point faire une démonstration de l'importance économique de maintenir des vieilles forêts. Il y a l'exemple classique qu'on utilise dans l'État de New York où ils ont préservé un massif forestier parce que ça permettait de filtrer l'alimentation en eau potable de la ville. Puis ils ont réussi à déchiffrer puis de dire, bon, OK, si on coupe ces forêts-là, ben ça... Mais j'arrive plus à... J'ai pas de réponse précise, mais je comprends un peu c'est quoi l'enjeu, mais le régler, ça, c'est une autre affaire. Je sais pas si vous avez un... Bien, les disparités entre les gouvernements fédéraux, entre le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial, mais aussi la disparité entre les différents ministères. Oui. Tu sais, le MRNS, c'est probablement un des ministères super importants avec celui du transport, celui de l'environnement, même s'il y a toutes les lettres de l'alphabet dedans, n'est pas super important. Un exemple un peu niaiseux de disparité au niveau des lois et règlements. Dans l'industrie minière, dans le déboisement d'un site minier qui va être déboisé probablement pour l'éternité, ils n'ont pas le droit de couper la forêt pendant la période de nidification des oiseaux.
Mais toute l'industrie forestière peut tout le temps, tu sais. La seule limite qu'ils ont, c'est la portance des sols pour leurs machines ou le dégel pour le transport. Je veux dire, au niveau des oiseaux de la nidification, l'impact minier est beaucoup moins important que l'impact forestier, mais ils n'ont pas le droit. Ça devrait être, la foresterie non plus ne devrait pas pouvoir avant début juillet, mi-juillet, je pense, pour la nidification. C'est plein d'aberrances. La stratégie Caribou, c'est une stratégie politique, c'est une stratégie de communication, mais ça n'en rien une stratégie de protection. Je sais pas. Je pense, peut-être l'autre chose, c'est qu'il faudrait diversifier l'économie en région. Puis il y a des moyens de le faire, mais c'est comme quand c'est juste une ressource qui supporte l'économie d'une région, c'est un peu difficile de... J'ai-tu le droit de répondre, moi? Je peux-tu prendre position? Non, mais j'appellerais juste, peut-être une réflexion, puis ça pourrait... je ne sais pas s'il va y avoir d'autres questions après, mais j'ai l'impression qu'une des solutions à ces crises-là, peut-être qu'on peut s'inspirer un peu de la force de la nature, puis de la biodiversité, puis de la diversité des tactiques, puis de la diversité des messages, et surtout la collaboration. L'idée du panel d'aujourd'hui, c'était un peu de montrer comment que, quand il y a des instances très différentes, des milieux différents qui collaborent, ça peut mener à des résultats tangibles avec toutes sortes de défis, avec des bons exemples aussi d'échecs. Mais peut-être que ce qu'on a à se donner comme défi, c'est de multiplier les collaborations. Puis là, je ne parle pas juste autochtones recherche, mais la société civile, les municipalités, les groupes environnementaux, la recherche a son rôle à jouer, les communautés autochtones ont leur rôle à jouer. L'union dans les communautés est déjà un sacré gros défi. L'union dans les nations autochtones est un autre défi, mais plus on va réussir à essayer de s'unir puis d'avoir des messages conjoints, j'ai l'impression qu'on va avoir une plus grosse force de frappe comparée à ce qui est l'autre bord. Une approche assez unilatérale, très simple d'extraction de ressources basée sur un profit à court terme, puis il fonctionne. Le système fonctionne, il est basé sur une vision super simple de profit, alors que là, on parle d'enjeux hyper complexes, de diversité, de connaissances, de relations avec le territoire, de culture, tout ça c'est très peu monnayable. Mais s'il y a une meilleure cohésion dans les messages, une meilleure collaboration, j'ai l'impression que ça peut nous aider. Puis je pense qu'il y en a beaucoup qui travaillent dans ce sens-là. Les projets qui sont en train de se mettre en place, entre autres, avec plusieurs d'entre vous dans les communautés, c'est un peu ça. Hein, c'est de permettre aux communautés d'avoir plus d'arguments. Une fois qu'ils s'en vont en consultation, une fois qu'ils vont parler avec le gouvernement, ils ne vont pas juste dire « pour nous, dans tel territoire de trappe, telle famille veut vraiment protéger ce secteur-là ». Ils vont dire « non, regarde, il y a 87% du territoire a été déboisé, il me reste juste ça. Il y a telle espèce qui est présente, il y a tant de carbone présent, il y a tel oiseau qui niche là dans tel secteur. » Puis avec cette force de frappe-là de données, peut avoir un petit peu plus de poids là, pour la négociation finale de protection. C'était ma prise de position personnelle. Mais un moyen très efficace de se faire entendre, là, puis qui est malheureux, c'est de fermer des chemins, des blocus. Ça, c'est efficace. Le gouvernement vient, le ministère lui-même vient vous rencontrer en personne, en communauté, pour discuter de ça. C'est un moyen extrême que évidemment, on ne veut pas se rendre là, mais ça démontre à quel point qu'on se rend loin, puis qu'on accumule les frustrations, puis on prend tous les moyens légaux pour le faire, puis ça ne fonctionne pas. Donc, on se rend jusqu'à là. Puis je pense que ma nation, ça a été un bon exemple aussi. Les cris qu'ils ont fait, il a fallu... Ils sont partis en canot de la baie James jusqu'à la New York pour arrêter. C'est une nation contre une autre nation à ce moment-là. Là. C'est les cris pour se faire entendre par Québec, puis non, on va en discuter, puis on va se trouver des moyens pour s'entendre. Parce que ça ne peut pas aller seulement unilatéral tout le temps. Mais justement, si on est plusieurs nations, plusieurs entités, en fait, de dire le même message puis d'aller dans la même direction, je pense que ça peut aider. Oui. C'est drôle, les Inuits, ils disent toujours qu'ils sont un peuple docile.
mais là, qui sont tannés de l'être. Puis, j'étais surpris parce que hier, ils ont envoyé un communiqué de presse. Puis c'est rare, mais les 9 communautés, ils l'ont signé. Puis ça, c'est un message fort. J'ai hâte de voir la suite. On va prendre une dernière question, puis après ça, on va conclure. Allô? Alors, je n'étais pas pour prendre parole, là, mais là, Nicolas, tu parlais, puis ça m'a allumé quelque chose, parce que moi, je pense pas qu'on a une approche où on dit, on est tous d'accord, on est tous pareils dans ça, c'est gagnant. Parce qu'une chose que je réfléchissais tantôt, on dit toujours les communautés autochtones, comme si une communauté équivalait à une autre. Puis, tu sais, et pourtant, Eliane a bien expliqué tantôt que les différentes nations crient, ont des différents contextes, des différentes réalités. Puis ça, c'est au sein d'un groupe culturel, tu sais. Alors, quand on regarde à la grandeur du Québec, ou encore plus grande, je trouve ça tellement réducteur de dire les communautés autochtones. Mais, puis je le mets dans mes demandes de subvention comme tout le monde d'autre, mais tout en disant, mais là, c'est un peu n'importe quoi. Alors, moi, j'ai plus l'impression que qu'est-ce qu'on a besoin de dire, regarde, on est tous différents, et malgré ça, on pense tous que votre système est poche. Puis on le pense qu'il est poche parce que ça ne fit pas avec notre culture et nos valeurs, ça ne fit pas avec nos connaissances traditionnelles qui sont holistiques, puis en plus, ça ne fit pas avec les connaissances scientifiques qui sont individualisées. Alors, je pense qu'en se basant sur une pluralité qui s'entende est plus forte qu'essayer de faire semblant qu'on est tous pareils puis qu'on rame tous pareil. Parce que c'est pas ça la vérité. Puis je pense pas que ça, c'est très respectueux de tout le monde qui travaille ensemble. Alors ça, c'est pas une question finalement, c'était plus une opinion. Désolée. Non, merci Nicole. Je pense que tu as 100% raison. Là. Puis je pense que tu l'as beaucoup mieux dit que moi. Je suis totalement d'accord avec toi. Je pense que c'était sur les diversités de tactiques, donc l'importance d'avoir cette diversité-là. Puis au bout du compte, le message reste le même. Si le système ne fonctionne pas actuellement, c'était surtout ça, là, l'unité de force de frappe. Je veux prendre juste le temps de remercier nos panélistes. C'est vraiment hyper apprécié pour le temps, les réflexions, le déplacement, puis l'énergie que vous avez mis là-dessus. Je suis vraiment content. Je pense que ça a été super intéressant. Beaucoup de travail qui s'en vient pour vous quatre. Et beaucoup d'entre vous ici dans la salle collaborent aussi dans des projets de recherche avec des communautés. Donc, je pense qu'on ressort avec quelques idées de plus, puis des bonnes leçons. Fait que je vous remercie pour ça. Puis, j'en profite à remercier tout le monde, remercier le CEF qui lance son colloque 2024. J'espère que ça va être un succès. Puis, ça a été vraiment un plaisir pour moi de pouvoir participer à cet événement-là. Puis de continuer à collaborer avec un chapeau différent, pas chercheur, pas autochtone, mais qui essaye de faire des ponts, puis qui grandit beaucoup là-dedans. Donc, la SNAP est vraiment contente d'être ici aujourd'hui, puis on va continuer à collaborer avec vous. Donc, merci tout le monde.